Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous rappelez la citation: «Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille», signé Chirac, Chirac. digne de Michel Audiard. On commence ce matin par la déchéance de nationalité. Alors c'est chose faite, Didier Guillaume. Les sénateurs, les républicains ont condamné la réforme constitutionnelle. Je le crois, je le crains. Nous l'avons vu hier dans le débat au Sénat. L'Assemblée nationale avait fait une avancée. Les sénateurs de droite du Sénat n'ont pas voulu bouger de leur texte qui est les binationaux et uniquement les binationaux. Donc je crois que l'écart est beaucoup trop grand entre le texte de l'Assemblée nationale et le texte du Sénat. J'ai appelé moi-même le président Larcher à prendre une initiative pour avancer. Le Premier ministre qui était au Sénat Oui, l'a Manuel aussi Valls. évoqué. Oui. Je crois que malheureusement, s'ils ne veulent pas bouger, il n'y aura pas de compromis, donc il n'y aura pas de majorité 3/5, donc il n'y aura pas de congrès. Vous vous rendez compte, toutes ces semaines de discussions pour arriver à ça? Je me rends compte, je me rends surtout compte que la droite sénatoriale, qui depuis longtemps dans son programme avait évoqué la déchéance de nationalité, pour des raisons peut-être différentes, peut-être de primaire, fait le choix d'un positionnement politique et non pas d'essayer de maintenir l'unité Oui, nationale. alors ça, c'est votre argument, mais désolé Didier Guillaume, reconnaissez que Gérard Larcher s'est quelque part référé à la première déclaration du président François Hollande, c'était devant le Congrès peu après les attentats, et que c'est aussi la majorité, franchement, qui s'est divisée sur la question. Oui, mais je suis désolé, mais c'est une absurdité, c'est une grosse absurdité de se référer à la première Ah déclaration bon? de Vous François trouvez? Hollande. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire simplement que lors du 16 novembre au Congrès, François Hollande, le président de la République, a souhaité mettre en avant cette mesure de déchéance. Nous avons vu qu'elle n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, à gauche, parce que la gauche est divisée, mais également à droite, où un certain nombre de députés se posaient des questions, et que finalement, il y a un compromis qui a été trouvé. 3/5 des socialistes, 3/5 des républicains, donc 3/5 de l'Assemblée nationale. Puisqu'il faut, pour vos auditeurs, 3/5 Oui. de majorité. Donc à partir de là, le texte de compromis, c'est le texte de François Hollande. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Hier, au Sénat, j'entendais les Républicains qui faisaient l'hymne à François Hollande, mais ça me fait plutôt plaisir. Mais enfin, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, Ils François vont peut-être Hollande voter pour lui soutient, l'année prochaine, non? j'en sais rien, peut-être, il y a encore du chemin à faire. Mais pour l'instant, je crois que cette réforme constitutionnelle va être encalminée et ne sortira pas Donc malheureusement. vous nous confirmez ce matin qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle devant le Congrès à Je Versailles? crois qu'il n'y en aura pas si la droite sénatoriale ne change pas sa position, n'évolue pas vers l'Assemblée. Si d'ailleurs les républicains du Sénat n'évoluent pas vers les députés, les républicains de l'Assemblée nationale. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ouais. À l'Assemblée nationale, il y a eu 111 voix pour de la part du groupe Les Républicains et 74 contre. Et ce, Didier Guillaume, alors que le niveau de la menace terroriste reste très élevé, c'est ce qu'a déclaré le président François Hollande, c'était au Salon du Livre. Il a rappelé que la France était la cible en Côte d'Ivoire. Vous avez récemment revu le président, vous avez dîné avec lui à l'Élysée. Vous confirmez ces inquiétudes? Vous avez de ces informations, vous? Oui, Ouais, je le dis comme ça. C'est vrai, non? oui, c'est vrai. Bon, bah, voilà. Je confirme ces inquiétudes. Je crois que depuis janvier, puis depuis le 13 novembre, la France, comme d'autres pays, on a vu ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé en Turquie, la France est visée par des attaques terroristes de l'extérieur. Et donc la menace terroriste est très élevée. Avant-hier à Bruxelles, lors d'une perquisition, des tirs de Kalachnikov, l'État... L'arrestation de 4 suspects également. Exactement. Donc Ouais. l'État, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le chef de l'État font tout pour essayer de serrer le plus les choses, mais c'est compliqué. Et donc il faut vraiment que... C'est pour ça que l'unité nationale est importante dans ces moments-là. Il faut montrer que la France est une et indivisible et que les Français sont soudés et unis face à la menace terroriste. Et l'image que nous allons donner avec la déchéance, ce ne sera pas une bonne image. Enfin, cela dit, le chef de l'État est là pour rassurer, il a essayé de le faire, Bon. et en même temps pour dire la vérité. Didier Guillaume, l'autre grand titre ce matin, ce sont les manifs de jeunes aujourd'hui. Avant d'en parler, il y a cette nouvelle affaire gênante pour Monseigneur Barbarin qui a promu dans son diocèse de Lyon, au rang de doyen, un prêtre déjà condamné pour agression sexuelle. Question, le cardinal Barbarin doit-il démissionner? Je pense que l'Église doit faire le ménage. Elle doit le faire en toute transparence. Et est-ce que le cardinal Barbarin peut rester? Il ne m'appartient pas de le dire. Vous avez un Mais en avis tout sur la cas, question mais en quand tout même cas ou pas? comme homme, je pense qu'il ne devrait pas rester. Parce que... Comme homme, c'est-à-dire? Non, mais je veux dire, ma réflexion d'homme, c'est de dire il ne peut pas rester dans ces conditions. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des soupçons, mais il ne m'appartient pas de juger. Et je n'ai pas à dire s'il doit démissionner ou pas. Mais c'est suffisamment grave
pour que l'Église se pose des questions. Vous trouvez ces réponses sur ces affaires multiples peu compassionnelles, trop froides? C'est ce que Ouais. dit tout le monde, il n'y a pas d'empathie, Ouais. il y a de la froideur. Bon, voilà. Enfin, j'aime autant pas en parler vis-à-vis des victimes, de celles et de ceux qui ont été les cibles de ces prêtres, parce qu'il faut que la justice fasse son œuvre, mais je pense que ça fait désordre. Alors Didier Guillaume, les jeunes manifestent aujourd'hui contre la loi El Khomri à l'appel de plusieurs syndicats, étudiants, lycéens, à l'image de l'UNEF. Est-ce que c'est William Martinet, 27 ans, président de l'UNEF, qui désormais oriente la politique du gouvernement? Non, je ne crois pas, la preuve, puisque Il est reçu comme un leader massimo du mouvement syndical en France. il est reçu comme tous les autres leaders de mouvement, sauf que les syndicats réformistes et la FAGE, la Fédération étudiante, ont vu le bouger du gouvernement et donc se disent ça va dans le bon sens. Lui, il n'est pas dans cette position. Je crois qu'il veut essayer de faire bouger les jeunes. J'ai compris que les réserves parlementaires des frondeurs socialistes servaient à alimenter son mouvement, donc ça peut peut-être aider. Là, il faut mais... préciser pour nos auditeurs, les réserves parlementaires, c'est l'argent que chaque député verse chaque année en plus de 100 000 euros. Et ce que vous dites, c'est que les députés frondeurs ont financé, certains députés frondeurs auraient financé Pensez à qui? ont financé l'UNEF. Pensez à qui? Oui, non, mais on l'a C'est vu. public. C'est public, c'est public, c'est pas le sujet. Et donc je pense qu'il ne faut jamais prendre la jeunesse en otage, mais il faut aussi toujours se méfier lorsque les jeunes sont dans la rue. Et je n'ai pas d'inquiétude, mais j'ai une attention particulière. Je pense que nous avons besoin d'expliquer, et d'expliquer encore que la garantie jeune qui a été mise en place, ce sera la plus grande conquête sociale de ces 30 dernières années. Plus que les 35 heures. Jamais les jeunes n'auront eu cette possibilité de pouvoir se former. Oui, c'est celle qui vient de sortir du chapeau il y a quelques jours. Quoi. Pas du chapeau, ça fait des mois et des mois et des mois que... L'extension de mais le mettre dans cette loi travail... Généralisation, c'est nouveau quand même. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait des demandes, il y avait des demandes de jeunes. Donc je pense que avec des explications, en essayant de montrer combien cette loi, à la fois, elle protège les salariés, elle donne de l'efficacité aux entreprises, mais surtout, elle donne des droits nouveaux aux jeunes, aux chômeurs, aux précaires. Notre objectif, c'est la lutte contre la précarité. Sauf que la garantie jeune, elle est pour les jeunes non diplômés. C'est pas les jeunes non diplômés qui manifestent dans la rue, donc vous parlez pas aux mêmes personnes, en fait. Oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est de parler aux Françaises et aux Français et aux jeunes. Aujourd'hui, la grande précarité, ce sont les jeunes non diplômés. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui n'ont pas de diplôme sont dans une voie de garage bien souvent. Il faut améliorer la formation, l'apprentissage. Après, les jeunes diplômés, il y a eu du travail qui a été fait sur l'enseignement supérieur et la recherche par Najat Vallaud-Belkacem. C'est un autre sujet. Mais je crois qu'il faut bien découper les choses. Nous avons un regard global sur la jeunesse, un regard global sur l'emploi. Et dans cette loi travail, nous allons permettre que la garantie jeune touche 900 000 jeunes. C'est essentiel. Mais pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire que vous dites à l'UNEF, du coup, qui manifeste aujourd'hui, vous êtes en train de tirer une balle dans le pied des jeunes qui sont comme vous, mais ne sont pas diplômés? Est-ce que c'est ça que fait l'UNEF dans la rue? Mais j'espère qu'à l'arrivée, il y aura une prise de conscience, parce que si cette loi était retirée, ça voudrait donc dire, par les manifs de l'UNEF, ça voudrait donc dire que les jeunes qui sont non diplômés auront encore moins d'avenir qu'aujourd'hui. Mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça a été mal expliqué. Mais la faute à qui ça a été mal expliqué? Pardon, il y a quand même un moment où on ne comprend plus rien. Et alors là, M. Macron, il y a quelques jours, en plus, a rajouté de la confusion en disant que finalement, ça n'allait plus assez loin. Donc les gens ne peuvent pas comprendre, et les jeunes, pas plus que les vieux. Vous avez raison. Oui. Nous avons été mauvais. Voilà. Mauvais dans l'équilibre du texte, la première mouture, mauvais dans l'explication, et mauvais dans le dialogue, parce qu'il a fallu recommencer 15 jours de plus par le Premier ministre. Nous l'avons reconnu. Il se trouve que ces 15 derniers jours de dialogue ont permis d'avancer, ont permis de faire bouger les syndicats réformistes, de faire bouger la FAGE, la Fédération autonome étudiante. Maintenant, il faut aller plus loin. Mais vous êtes plutôt bon dans le chéquier, Didier Guillaume, puisque François Hollande va sortir 3 chèques, donc la garantie jeune étendue, le point d'indice des fonctionnaires qui monte, les aides aux agriculteurs, des mesures qui vont coûter quand même 2,6 milliards
d'euros. Je ne sais pas où ils sont d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il repart à gauche, le président? Ça y Pourquoi est, il est en campagne? Il ne fallait pas aider les agriculteurs? Non, je ne dis pas le Il ne fallait contraire. pas débloquer le D'un point, coup, d'un seul, d'indice? il existe 2,6 milliards Mais c'est pas pour d'un- aider des catégories Attendez, c'est pas- légitimement, mais qui manifestent. Mais c'est pas d'un coup d'un seul. Le budget de la France, il est de 400 et quelques milliards. Les déficits sont terribles, mais enfin, ils sont en train de décroître. Le déficit de la sécurité sociale, pour la première fois depuis 15 ans, est en train de baisser. François Hollande avait dit dans sa campagne, les 3 premières années, les choses seront dures. Après, il y aura de la redistribution. Les choses sont encore dures. Il n'y a pas beaucoup de redistribution, malheureusement. Certains peuvent le sentir comme cela. Mais les fonctionnaires dont le point d'indice n'a pas bougé, moi, je refuse, comme l'a fait François Fillon et d'autres, d'opposer les fonctionnaires au privé. Hein. Mais Ça, c'est absolument scandaleux. Les fonctionnaires avaient besoin d'un coup de pouce pour leur pouvoir d'achat, parce que ça va dans la consommation. Les agriculteurs avaient besoin oui. d'aide, Et- ils l'ont eu. Et les patrons de PME? Patrons de PME, ils ont eu 41 milliards. Non, Enfin, non, ils ont 41 c'est milliards. pas les patrons de PME. Bien sûr que si. C'est pas que les PME, vous le Mais savez c'est pas bien. que les PME, mais moi je peux vous dire que ceux que je vois dans mon département patron de PME, ils sont contents du CICE, ils sont contents des baisses de charges. Mais pour la plupart, ça leur a permis de tenir cette période très dure. Aujourd'hui, les marges des entreprises sont un peu plus importantes, plus positives. Ben, tout cela, ça va dans le bon sens. Alors Guillaume, c'est vrai qu'il y a des catégories qui méritent d'être aidées en priorité, mais on susurre ça et là que le président serait déjà quelque part, non pas en campagne, mais en pré-campagne présidentielle et il serait victime d'une forme, c'est ce qui a été révélé ce matin par Yannick Falt sur France Info, d'une forme d'obsession Juppé. Est-ce qu'il vous en parle, vous, d'Alain Juppé, futur candidat à droite ou pas? Je vais vous dire très franchement, d'ailleurs tous ceux qui passent à ce micro parlent franchement, j'ai la chance, l'opportunité de rencontrer le président de la République C'est vrai. avec d'autres régulièrement. Il ne nous a jamais parlé de la campagne présidentielle. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Mais laissez-moi continuer. Il y pense, vraisemblablement, j'espère qu'il y pense. Et je souhaite qu'il y pense de plus en plus et qu'il pense à sa candidature. Mais la préoccupation de François Hollande, c'est pas Juppé, Sarkozy ou je ne sais trop. C'est comment j'arrive à faire en sorte que le pays, mon pays, soit dans une meilleure posture, meilleur positionnement en 2017 qu'il était en 2012. Et c'est pas gagné. Mais et c'est ça son travail. Nous évoquions Jacques Chirac au début de cette interview. Finissons avec Alain Juppé. Il y a une forme de cohérence dans tout ça. Reconnaissez que c'est l'adversaire le plus, je n'aime pas dire ce mot, mais dangereux pour François Hollande. Non, Très centriste, qui parle à beaucoup de Français. Juppé n'est pas centriste, il a réussi à mettre des millions de personnes dans les rues, mais surtout, quand on regarde son programme n'est pas centriste. Sur la sécurité, sur les fonctionnaires, sur l'emploi, moi je peux vous dire que si on compare, et lorsque nous comparerons les programmes, je pense que les Françaises et les Français s'apercevront que le bon monsieur Juppé a une vraie politique de droite dure comme on connaît depuis des décennies. En tout cas, ça sent déjà la campagne présidentielle, Fabienne Sintès. Merci à vous, Didier Guillaume. Merci.